Donc, bonjour tout le monde. Je me présente Marie-Christine Savard. Je suis étudiante finissante au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler, c'est ça, des difficultés vécues lors de la transition par les jeunes qui ont détransitionné par la suite. Donc, une petite mention spéciale là, à l'équipe de recherche là, sans qui ce projet-là n'aurait pas pu arriver. Donc, mention spéciale à Annie Poulaine et à Morgane Gély qui m'ont accompagnée durant ce projet. Donc, merci à vous deux. Et si on entre tout de suite dans le vif du sujet, donc on l'a vu, il y a une augmentation de la médiatisation et des débats autour du phénomène de la transition. Et ça nourrit un certain sentiment d'inquiétude autour de la transition, de la pertinence de la transition, malgré qu'on sait que c'est un phénomène qui améliore en fait le bien-être des jeunes. C'est aussi difficile là, en termes de chiffres, d'avoir un chiffre concret du fait donc de la définition qui est non consensuelle, comme on l'a vu avec Annie, qui dépend aussi les chiffres des méthodologies qui sont employées par les différentes recherches. Donc, des fois, on parle de chiffres qui vont de 3,5 de jeunes qui cessent leur traitement. On parle parfois jusqu'à 80 de jeunes qui détransitionneraient. Ça, c'est une étude, par exemple, qui a été beaucoup questionnée là, quant à sa méthodologie, mais on voit qu'il y a un flou autour des chiffres là, sur les jeunes qui détransitionnent. Dans la littérature, il n'y a pas énormément d'études là, à ce jour, mais ce qu'on sait, c'est que la détransition, c'est un sujet qui est très polarisant. Donc, il y a des approches très variées, certaines plus pathologisantes qui vont se concentrer sur la thématique du regret et d'autres plus normalisantes qui vont s'attarder plus au parcours de genre. Et donc, c'est pourquoi il y a une vaste équipe, comme Annie a présenté, là, qui s'intéresse au discours autour dans la transition au travers de multiples points de vue et dans le but, en fait, d'en définir une définition conceptuelle, d'en venir à une définition conceptuelle. Le projet pilote qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est celui qui s'intéresse aux jeunes qui ont discontinué leur transition. Puis, dans cette équipe-là, nous, on a une approche transaffirmative. Annie vous l'expliquer en détail ce dont il s'agissait. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Et donc, dans cette optique-là, de mieux caractériser les parcours de détransition des jeunes et aussi parce qu'en parallèle, dans les dernières années, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur les défis qui entourent la transition, mais chez les jeunes qui n'ont pas discontinué leur parcours de transition. On a cherché à se poser la question, en fait, c'était quoi les difficultés, mais chez les jeunes qui décident de discontinuer par la suite leur parcours. Et donc, cette recherche-là a deux objectifs. Dans un premier temps, on cherchait à identifier les difficultés vécues au cours de leur transition par les jeunes qui ont détransitionné par la suite et ensuite de comparer ces difficultés-là à celles retrouvées dans la littérature qui concerne les jeunes qui n'ont pas détransitionné. Et donc, on a recruté évidemment des participantes. On a recruté 20 jeunes qui avaient entre 16 à 25 ans. Donc, vous avez un beau petit tableau que je vais vous résumer. Donc, ces jeunes-là provenaient de 7 pays. On avait une personne parmi les 20 qui était garçon assigné à la naissance. L'ensemble des jeunes qu'on a rencontrés ont affirmé avoir effectué une transition sociale. 12 ont parlé d'hormonothérapie. 8 avaient effectué une chirurgie d'affirmation de genre et 8 ont aussi parlé avoir effectué une transition légale. Donc, ce sont des chiffres auto-rapportés, là, donc juste un petit bémol. Là, on les a extrapolés des entrevues qu'on a réalisées, donc ça peut être des chiffres qui peuvent un peu varier. Du côté de la santé mentale, plusieurs jeunes nous ont parlé de défis auxquels ils avaient fait face, des diagnostics qui étaient aussi auto-rapportés, donc les principaux étant la dépression, des troubles de conduite alimentaire et le trouble du spectre de l'autisme. Donc, si on passe maintenant à la procédure, donc on a effectué des entrevues semi-dirigées individuelles dans lesquelles on abordait avec les jeunes plusieurs thématiques, donc le parcours de genre, la démarche de transition, de détransition. On a fait un bilan et une certaine projection avec les jeunes au niveau de leur avenir, au niveau de leur présent aussi. On a parlé de vision du genre, d'identité de genre et de transition. Puis, l'ensemble des données qu'on a récoltées ont été analysées avec l'analyse thématique de Brown et Clark.
Donc, si on passe à la présentation des résultats, qui, si vous me le permettez, va être fait en parallèle avec la discussion, là, dans un souci d'économie de temps et aussi de clarté. Donc, on a trouvé qu'il y avait deux principales thématiques donc, qui ont émergé, donc, qui étaient les difficultés intrinsèques, donc qui se rapportaient aux ressentis internes négatifs qui étaient ressentis durant la transition. Et donc, qui se divisait en 4 sous-thématiques, donc les déceptions et attentes liées à l'identité et à la transition, les réalisations concernant l'identité. Il y avait aussi certaines pressions et peurs qui étaient liées à l'identité et à la transition et des défis en santé mentale qui ont été mentionnés. La deuxième thématique principale était les difficultés extrinsèques, donc les contraintes externes là, qui provenaient de l'environnement, qui étaient d'ordre social, donc tout ce qui touchait l'entourage, les milieux sociaux dans lesquels les jeunes évoluaient, et les difficultés institutionnelles, donc ça, on parle plus des grosses machines, là, donc des institutions légales et médicales. Donc, si on fait un tour du côté des déceptions liées à l'identité et à la transition, on avait plusieurs jeunes qui nous ont mentionné que la transition n'avait pas eu assez d'effets à leur goût. Donc, ils auraient aimé peut-être plus d'effets au niveau physique, au niveau de l'apparence. Plusieurs jeunes nous ont mentionné aussi qu'elles auraient espéré aller mieux, donc qu'il y avait un espoir que la transition amène un certain bien-être. C'est le cas, par exemple, de Léa qui nous dit ici que malgré après un an passé sur la testostérone, elle ne se sentait pas mieux. Donc, c'est une des principales déceptions. Il y a aussi les effets secondaires parfois ressentis liés à la transition médicale qui pouvaient amener parfois des impacts négatifs intenses chez les jeunes. Donc, les jeunes qui ont malheureusement vécu certaines complications suivant des chirurgies d'affirmation de genre et qui ont mené parfois à des dépressions post-opératoires ou à des tentatives de suicide. Certaines jeunes nous ont mentionné que la transition n'allait pas assez rapidement à leur goût ou qu'elle n'améliorait pas leur statut social. Donc ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on retrouve dans la littérature chez les jeunes trans et non-binaires. De manière distincte, par contre, les jeunes qu'on a rencontrés nous rapportaient des déceptions qui étaient liées à l'absence d'amélioration du ressenti et du statut social. Donc, ça, c'est assez surprenant, étant donné qu'on a quand même plusieurs études qui avancent, qui soulignent en fait que l'accessibilité plus grande aux moyens de transition est associée à des conséquences positives, tant sur le plan en termes de santé mentale que sur le plan de la santé physique chez les jeunes trans et non-binaires. Du point de vue des réalisations concernant l'identité, plusieurs jeunes nous ont mentionné un certain désalignement qui s'installait au fil de la transition entre leur identité ressentie et leur nouvelle identité. Des difficultés se projetaient à long terme. Donc, c'était le cas de Jada ici qui nous dit qu'elle avait de la difficulté à se projeter en tant que vieil homme plus tard en vieillissant. Aussi, plusieurs jeunes nous ont mentionné une nostalgie liée à l'ancienne identité. Donc, ces réalisations-là concernant l'identité, c'est assez cohérent avec la multiplicité des parcours identitaires qui sont identifiés dans la littérature chez les jeunes trans et non-binaires. Donc, dans ces parcours-là qui sont assez diversifiés, ça peut comprendre des périodes avec des questionnements, des périodes de remise en question. Donc, ça, c'était très cohérent. Dans le cas des jeunes qu'on a rencontrés, par contre, ces questionnements se prolongeaient puis pouvaient mener à une décision là, de continuer leur parcours. Ensuite, les jeunes nous ont mentionné des pressions et des peurs liées à leur identité à la transition. Donc, plusieurs parlaient de stress lié aux traitements médicaux, que ce soit lié aux injections, par exemple, que ce soit lié aux chirurgies d'affirmation de genre, une certaine pression à performer le genre, donc une pression à agir conformément aux stéréotypes de genre de leur nouvelle ou future identité. Donc, comme c'est le cas de Lou ici, qui s'identifiait durant sa transition hors du féminin et qui n'osait pas trop porter des vêtements, des accessoires qui étaient plus féminins pendant cette période-là. Plusieurs jeunes nous ont mentionné aussi une peur de ne pas passer, donc d'être pris pour une personne trans qui naît avec une certaine attention qui était parfois non désirée. Une pression à transitionner aussi qui a été mentionnée et parfois une difficulté d'être perçue comme stealth, donc d'être vue comme une personne cis et de devoir cacher parfois son identité.
Donc, ces peurs-là et ces pressions-là qui ont été énoncées par les participants, c'est aussi très décrit dans la littérature. Donc, on parle beaucoup de pression, notamment chez les jeunes trans et non-binaires qui sont vécus de manière directe par les actes transphobes, la discrimination ou encore de manière indirecte par l'intermédiaire de pression internalisée, par exemple. Donc, c'est très cohérent avec ce qu'on retrouve. Finalement, du point de vue des difficultés intrinsèques, les jeunes nous ont parlé de défis en santé mentale. J'en ai fait mention un peu en parlant de dépression, de jeunes qui nous ont parlé de dépression, de troubles de conduite alimentaire, de troubles du spectre de l'autisme, donc d'anxiété, de suicidalité aussi, de troubles de stress post-traumatique. Donc, non seulement ces conditions-là teintaient le quotidien des participants, mais elles ajoutaient une couche de complexité dans la façon de voir leur identité de genre aussi. Par exemple, Olivia qui mentionne qu'elle avait de la difficulté à voir la différence entre les symptômes de dysmorphie corporelle et de dysphorie, donc qui était difficile à démêler. Donc, de ce point de vue-là, ces défis en santé mentale-là font écho à celles qui sont vécues par les jeunes trans et non-binaires et qui, on le sait, vivraient davantage de symptômes de dépression, d'anxiété, qui seraient plus à risque d'automutilation et de suicide que les jeunes cis. On peut tracer ici un lien, là, évidemment, avec la théorie du stress minoritaire qui affirme que ces défis psychologiques-là seraient liés aux pressions et expériences qui sont propres aux minorités, dont les jeunes trans et non-binaires, et qui, si vécus de manière répétée, peuvent amener un stress supplémentaire qui n'est pas vécu par le groupe dominant. Plusieurs jeunes nous ont mentionné aussi des troubles du spectre de l'autisme, des troubles de conduite alimentaire. Donc, les recherches actuelles aussi mettent en évidence la grande proportion de jeunes trans et non-binaires qui sont touchés par ces enjeux-là et la complexité qui relie ces enjeux-là avec l'identité de genre, la période de transition. Alors, du point de vue des difficultés extrinsèques, plusieurs jeunes nous ont mentionné des difficultés d'ordre social, donc du point de vue de la famille, donc ça pouvait être des réactions négatives qui étaient liées au coming out, de l'incompréhension à la tentative de conversion. Puis ça pouvait se voir aussi dans différents milieux, chez les amis, avec les partenaires amoureux, dans le milieu scolaire, dans la société aussi. Plusieurs jeunes qui nous ont mentionné avoir été victimes de violences transphobes aussi, comme c'est le cas de Nolan ici. Dans les communautés trans aussi, certaines difficultés ont été énoncées et dans le milieu du travail. Donc, du côté des difficultés institutionnelles, plusieurs jeunes nous ont mentionné un manque d'accessibilité aux soins d'affirmation de genre, une prise en charge aussi des professionnels de la santé qui était parfois inadéquate, un manque de soutien, d'investigation ou d'aide appropriée. Il y a des expériences d'invalidation et de transphobie aussi qui ont été vécues. C'est le cas de Chris, par exemple, qui nous dit ici que son deuxième thérapeute a refusé d'utiliser son prénom choisi, qui a continué d'utiliser son dead name. Donc ça, c'est des histoires qui arrivaient de temps en temps. Plusieurs jeunes nous ont mentionné aussi des difficultés d'ordre légal. Donc, ces difficultés-là d'ordre social et institutionnel, ça va dans le sens de la vaste littérature là, qui met de l'avant des difficultés d'ordre social et institutionnel dont on connaît un peu tous l'existence, tous et toute l'existence. Donc, ça nous amène à conclure en fait que, de manière générale, les difficultés des jeunes qui discontinuent sont aussi retrouvées dans la littérature chez les jeunes trans et non-binaires. Donc, ce qu'on en conclut, c'est qu'il faut des approches qui sont plus flexibles, davantage intersectionnelles et adaptées à la personne et à ses enjeux propres, et donc qui vont permettre d'accompagner l'ensemble des jeunes, peu importe leur parcours identitaire. On veut aussi favoriser un consentement éclairé plus approfondi. Donc, si on prend l'exemple des déceptions, des peurs et des pressions, de peut-être mieux cibler les attentes en regard de la transition des jeunes, d'aborder les implications à long terme de ce que peut représenter une transition, tout ça dans le but d'augmenter l'autonomie et l'agentivité des jeunes dans leur prise de décision. Finalement, il ne faut pas oublier évidemment l'importance du soutien social qui est primordial. Du point de vue des limites qu'on avait dans cette étude-là,
Bon, évidemment, on avait juste une personne assignée garçon à la naissance, donc qui a pu venir jouer au niveau de la validité externe de notre étude. On n'a pas non plus distribué de façon systématique de questionnaires sociodémographiques, ce qui aurait permis de mieux caractériser là, nos participants. Et finalement, donc, en conclusion, on a pu voir que les difficultés rencontrées par les jeunes sont variées, pluriformes, qu'elles touchent l'ensemble des sphères de vie. Ces difficultés-là sont aussi rapportées dans la littérature qui concerne les jeunes trans et non-binaires, et donc les pratiques d'accompagnement devraient être améliorées pour l'ensemble des jeunes. C'était la première étude qui s'intéressait aux difficultés de la période de transition chez les jeunes qui ont discontinué leur parcours de transition, et ce, à l'échelle internationale. Donc, très intéressant. Et on aimerait que dans le futur, là, les prochaines études, ça inclut davantage de personnes assignées garçons à la naissance dans un but, en fait, de mieux caractériser les difficultés que vivent ces jeunes. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre écoute.